Non, non, je suis pas venu en vacances ici. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 ou Na06 bis et on va regarder la story de Bassem Braiki à Dubaï. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Salam alaikum les gens. Je suis venu travailler, regarde l'état de mes yeux. Quand t'as des gens bien, opérationnels en place, qui t'aiment bien, qui t'appellent et qui te disent Bassem, passe nous voir, on aimerait bien collaborer avec toi. Moi qui sais qu'il ne va pas dans ce pays, même ma mère elle est là, je viendrai pas la voir ici. Parce que je viendrai pas en vacances ici. J'attends qu'elle rentre en France. À part cas exceptionnel. Mais là, quand t'as des gens qui te disent viens en même temps, tu peux voir la maman et tu travailles, bien sûr, on n'a jamais rien sans rien. Et ben wallah il azim, je viens ici en surf. Sauf que là où vous avez le seum, c'est que moi, en gardant nos valeurs et nos principes, on rentre pas dans une mentale qui est très internet, qui est très réseau. Et ben on a réussi à faire ce que vous avez fait vous. Sauf que vous, vous avez tiré des pipes. Nous, non. On est là, on serre la main, nous. Qu'on soit clair entre nous. Donc voilà, je continuerai à venir tant que j'ai l'occasion de venir. Je continuerai à donner de la force à des gens qui travaillent. Parce que tout le monde travaille. Et pour le reste, je vous enfile et sans vaseline. Si vous saviez comme je suis heureux quand je vous vois écrire, t'es devenu tout ce que tu critiquais. Non, je suis dans ces endroits-là, mais je serai jamais comme vous. Les French arabiques de merde, quand ils sont ici, ils sont dans un microcosme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on va parler français. Les gens qui sont sur Internet comme moi, quand ils viennent dans ces endroits-là, ils essayent de se croiser pour savoir qui suce qui. Le jour où je serai dans ces endroits-là, avec eux, là tu pourras dire t'es devenu tout ce que tu critiquais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le jour où tu me verras avec une Lambo et une Porsche en train de prendre des photos à la marina, là tu diras que je suis devenu comme les autres. Non. Nous on est en claquette. On va voir les gens avec qui on travaille, nous en claquette et en survêt. Parce qu'on s'en branle nous de ça, nous. Voilà, tout simplement. Donc, comme dirait l'autre, non, je dis rien. Salam les gens. On va aller travailler et se faire plaisir. Tout ça sans jamais donner son cul. Il y a un problème avec ça? On va aller travailler. Par contre, tu vois, il y a une chose qui me sort par les yeux quand je croise mes compatriotes ici. Ils te disent, mais c'est 100 fois mieux que la France. La France est de la merde. Par Allah, si vous n'avez pas eu la pièce d'identité, vous ne serez jamais venu ici. Voilà, tout simplement. Et si c'est aussi pour ça, rendez votre pièce d'identité. N'oubliez pas, je parle aux Maghrébins de chez nous qui sont là, n'oubliez pas que c'est grâce à cette pièce d'identité que vous avez pu entreprendre. Vous avez pu voyager et vous avez pu aller à droite et à gauche. Parce que moi, je prends toujours l'exemple de mon cousin Hussein qui est resté au bled, qui a le même âge que moi. Aujourd'hui, il répare des chaussures. Il serait venu ici en France, s'il avait été né en France, il aurait eu un cursus comme moi j'ai eu. Il ne serait pas en train de faire ce métier, même s'il n'y a pas de sous-métier. Donc tu vois tous ces clochards là que tu croises là ici qui disent « Ah, nique sa mère la France, nique sa mère !» Mon rêve, c'est qu'on leur coupe leur pièce d'identité. C'est comme les influences là qui sucent. Elles critiquent la France, elles ne payent pas d'impôts, mais quand elles accouchent de leurs bâtards, elles viennent ici en France. Non, on devrait leur dire, il faut rester là où vous êtes. Ya habibi, ya habibi. Hein? C'est extraordinaire. Cette ingratitude, je la déteste, tu peux pas savoir comment. Block still move loud out. Kids hoop in the lane, flip that fast. Homie got a plan, but he moving too rash. Seen the quiet ones rise when they stay in lane. It's the game that I learned, still part the code. Still the code, keep the world in line. Ah, wallahi, vous me forcez à en parler. Je voulais pas en parler pour mes frères marocains, pour éviter de jeter l'œil. Finale des U20 mondiaux. En fait, ce qu'il faut voir pour les amoureux du football, c'est l'avenir. C'est pas la première fois que je le dis.
Si tu veux voir la santé d'une équipe nationale, vois les jeunes. Si tu veux voir sa santé, vois les jeunes. Ça ne m'étonne pas des Marocains, ils font un travail extraordinaire depuis plus de 10 piges. Ils ont un centre d'entraînement meilleur que Clairefontaine. Les joueurs marocains, ils ont cette fibre patriotique qui fait que peu importe leur cote sur le marché, ils vont là-bas. Et non, Inch'Allah khir pour nos frères marocains. Inch'Allah khir parce que ça ne nous étonne pas. C'est toujours été un pays de football, première nation africaine à disputer une Coupe du Monde, 1970. Et c'est pas mal du tout. 1986, sacrée équipe. Badou Zaki, Méry Crimo, ainsi de suite. Il s'appelait comment le numéro 10 marocain en 86, très très fort. Al-Haddadi ou... Je me rappelle plus, vous allez me dire. Un Marocain numéro 10 en 1986, très fort. Il y a eu celle de 98 aussi, avec Chipo, avec Hadji, avec celle de 2004. On a gagné difficilement contre eux. Demi-finale de Coupe du Monde 2022. Inch'Allah khir pour nos frères marocains. Cessez le feu en Palestine. Hamdoullah ya Rabbil Alamin. Que Allah protège le peuple palestinien. Amin ya Rabbil Alamin. Le cessez-le-feu en Palestine va mettre beaucoup de gens au chômage sur les réseaux. Hein? Business is business. Oui, c'est un business. Ça fait des lives dessus, ça se rencontre dessus. Ça nique même dessus. Ah oui, 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 oui. Au départ, c'était pour ça. Hein, ça va mettre beaucoup de gens au chômage. Je pense qu'il faut faire comme votre sœur Rima. Elle a changé de combat tout de suite. Elle a vu que ça payait plus. Allez, on va aller au Congo maintenant. Non, moi j'aimerais parler d'autre chose, plus sérieusement. Le Hamas, qui est une branche des Sions, seront capables de briser le cessez-le-feu pour pouvoir dire à leurs collègues de continuer le travail. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Hein. Et malgré que tu dis ça, après chacun pense comme il veut. Je respecte votre avis, wallah il a dit. Mais moi, depuis le 7 octobre, je l'ai dit. Maintenant, on verra ce que ça donne. Mais restons vigilants, très très vigilants. J'ai l'impression que c'est que de la façade. Et ça depuis le début. C'est un truc de fou. Comment est-ce que d'un seul coup, on a accepté? Comment est-ce que... Ouais, à voir. Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki à Dubaï sur Snapchat. Donc, il a évoqué 3 sujets. Les French arabiques à Dubaï. Ensuite, il a parlé de la finale des U20, Maroc-France, France-Maroc. Et ensuite, il a évoqué le cessez-le-feu à Gaza, le plan de paix de Trump, tout ça. Donc déjà, par rapport à Dubaï, bah, ouais, il dénonce un peu, voilà. À une époque, vous savez quoi, il y a certains influenceurs sur Snap, il y a des années en arrière, il y a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous savez, à Dubaï, il y avait une location de Ferrari à la demi-heure. Tu pouvais louer à l'heure carrément. Tu pouvais louer une Ferrari une demi-heure, 1 heure. Il y en a, ils louaient une demi-heure pour juste prendre des photos, tout ça. Il y avait eu une histoire sur un mec qui avait loué un bel appartement, mais juste une nuit. Juste une nuit. Et il a fait plein de stories, du style avec des habits différents, du style bonjour les amis, bah, je viens de me réveiller, je vais faire un petit tour, tac. Et cette vidéo, il a refait plusieurs fois avec différents habits. Et après, il snap dehors pour faire croire qu'il a loué toute la semaine. Alors que voilà, finalement, il louait à Shajara, le quartier le plus pauvre de Dubaï. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de... Voilà.
Il y a eu beaucoup. C'était mon rêve Dubaï à une époque, quand j'étais jeune, plus jeune, on va dire dans les années 2005, voilà, entre 2005 jusqu'à 2010. Mais après, voilà, après, bah, finalement, Dubaï, c'est pas donné. C'est pas donné. Ça revient même assez cher, Dubaï. Après, Dubaï, ce qui est bien, c'est que sur un même endroit, tu as des tas d'activités différentes. Des activités fêtes foraines, tour en hélicoptère, les quads, les buggy pas loin dans le désert, des trucs, euh, des toboggans pour les enfants, pour les grands. Style, il y a une sorte de musée océanographique, tu peux aller faire du ski dans le mall, t'as des endroits différents avec des beaux panoramas, Palm Island, euh, plein d'endroits à la plage avec les bâtiments derrière. La plus grande tour du monde, je crois que ce n'est plus la plus grande tour du monde. Je crois qu'il y a un autre pays qui a fait une tour. Voilà, la Burj Dubaï Khalifa, tout ça. Après, ouais, il y a pas mal d'influenceurs, voilà, qui se donnent de la force là-bas. Au départ, c'était d'abord, au départ, les premières influenceuses à aller à Dubaï, mine de rien, c'était des meufs du fitness. Il y a eu quelques meufs du fitness voilà, qui faisaient quelques petites vidéos, qui n'étaient pas très connues non plus, qui n'étaient pas hyper connues, ou sur leur Instagram, elles avaient peut-être 1000 followers, 10 000 followers, des trucs comme ça. Et elles se faisaient repérer par des riches Dubaïotes, voilà, qui les entretenaient. Il y a eu une partie comme ça. Il y a eu la vague de la télé-réalité. Voilà, les gens de télé-réalité gagnaient pas beaucoup d'argent au départ. Au départ, les premiers trucs qu'ils faisaient, les gens de télé-réalité, ils allaient style dans des boîtes de nuit, comme un showcase, faire des séances de dédicaces toute la nuit contre un cachet d'argent, contre une certaine somme, et ça faisait la pub à la boîte. Ça existe encore. Ça existe encore. Il y a encore des boîtes qui payent pour. Donc, après, ils ont commencé à faire des placements de produits. Mais après, les stars de la télé-réalité, comme ils sont, c'est la télé. C'est pas les réseaux sociaux, quoi. C'est une autre dimension, la télé-réalité. C'est à 3 millions de spectateurs en même temps, quoi. C'est pas. Donc, plus les rediffusions, plus les vidéos qui tournent à droite, à gauche, ils sont très connus. Et il y en a qui ont été cambriolés. Sur leurs ordinateurs, on a retrouvé des vidéos compromettantes, des vidéos assez hautes. Ils ont été victimes de chantage. Beaucoup s'est acharné sur les stars de la télé-réalité. Plus que les rappeurs qui, en général, ils ont un certain entourage, tout ça, encore très street, hein. Et tous, ils sont partis là-bas en disant que voilà, il y avait trop d'insécurité pour eux depuis qu'ils sont connus. Euh, mais aussi, il y avait une fiscalité incroyable, 0% d'impôts. Maintenant, ils vont en mettre un petit peu d'impôts, il paraît, Dubaï. Ils sont en train de changer les lois, mais ça sera sans commune mesure comme la France. Donc, t'as toutes les stars de la télé-réalité et leurs dérives et voilà. Et certaines dérives de certains là-bas. Donc après, ça reste sévère. C'est vrai qu'il y a pas mal de French arabique, mais là-bas, ils se tiennent parce qu'ils savent que la loi, ça reste sévère, quoi. Il y en a eu qui ont fait de la prison. Il y en a plusieurs qui ont fait de la prison. Enfin bref. Donc voilà. Et il y avait quoi aussi les U20 marocains en finale de Coupe du Monde. Donc c'est prometteur pour l'avenir. Moi, l'équipe du Maroc, après 2022, après la Coupe du Monde 2022, demi-finale de Coupe du Monde contre la France justement,
je commençais à être sceptique. Je commençais à être sceptique parce que je savais que Bouffal, il va pas continuer à jouer éternellement. Déjà, il fait plus partie de l'équipe. Il est parti jouer au Qatar, il me semble, Bouffal. Après être passé brièvement à Marseille, d'Angers à Marseille. Je me suis dit, comment il s'appelle? Hakim Ziyech aussi. Et en plus, avec certaines déclarations qu'il a eues, il aurait pu, ben, il aurait pu être exclu de l'équipe nationale, mais il l'est finalement. Finalement, le sélectionneur ne l'a pas retenu. Et Hakim Ziyech, quand tu as un Hakim Ziyech sur le terrain, c'est rassurant, tu vois, pour toute l'équipe. Il sait mettre le pied sur le ballon. Quand il a la balle au pied, c'est rassurant, quoi. C'est rassurant. Tu sais qu'il a un jeu très propre, très peu de pertes de balles, très offensif. Donc je me suis dit, on va perdre des joueurs comme ça, Ziyech, Bouffal. Et je commençais à m'inquiéter pour l'avenir. Mais peut-être dans les générations, si on fait pas quelque chose, si le Maroc ils font pas quelque chose dans cette Coupe du Monde 2026 ou dans cette CAN 2025-2026, cette CAN 2026 finalement qui aura lieu en 2026, je pense que pour, euh, pour 2030, pour les prochaines CAN, je pense il y a des talents prometteurs. À eux aussi de continuer à travailler, bien sûr, que ce soit du côté des U20 de l'équipe de France, des Bleus, Blancs, Rouges, ou des Lions de l'Atlas. C'est pas tout de remporter une Coupe du Monde U20, tout ça. C'est pas tout. Faut continuer aussi à travailler, voilà. Comme l'a fait Hakimi, par exemple, qui est devenu un des meilleurs arrière-droits, ou le gardien Bono, ou d'autres, ou le milieu défensif Amrabat, tant d'autres, Aguerd, tout ça. Hein. Voilà, c'est très très bien, ça prouve un niveau, mais ça prouve aussi qu'il y a de la marge de progression pour l'échelle supérieure, c'est-à-dire l'équipe 1, quoi. L'équipe nationale 1 et leurs avenirs dans les clubs. Voilà, voilà. Donc c'est très prometteur à la fois. Cette finale-là, c'est prometteur à la fois pour les Bleus et pour le Maroc. Voilà, cette finale entre les Bleus et le Maroc. C'est Voilà, voilà. C'est quoi l'autre sujet? Le dernier sujet, c'était le cessez-le-feu en Palestine. Bah, ils pensent que le Hamas travaille avec Israël qui veut détruire Gaza. Après, voilà, ça c'est des théories, quoi. C'est des théories. Niveau théorie, j'en ai pas là-dessus. J'en ai pas là-dessus depuis 1948. La Palestine est en guerre, Israël est en guerre depuis la création d'Israël en 1948. Et je pense qu'il faudra trouver une solution juste. Hein. Je pense qu'il faudrait commencer à penser à la solution à deux États progressivement, je pense, si le cessez-le-feu y tient. Moi, je pense que franchement, on le verra de toute manière dans les mois suivants, dans les années suivantes. Je pense que le Hamas va se calmer. Voilà, je pense qu'ils vont respecter le cessez-le-feu. Je pense qu'ils vont se faire tout petits pendant longtemps. Mais avec ce qui s'est passé aussi, ça peut. Il y a, il y a des Gazaouis qui peuvent tomber dans les bras du Hamas pour vouloir se venger. D'autres non, d'autres ils vont dire c'est à cause du Hamas du 7 octobre qui a eu ça. Tu sais, chacun a ses opinions et c'est partout pareil. Il y aura toujours des pour, des contre dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel pays. Tu auras toujours la droite contre la gauche, tu auras toujours certains gens qui auront des points de vue différents. Mais je pense que, voilà, je pense que le Hamas, ils vont rien faire. Je pense ils vont essayer de se reconstruire. Que Gaza, voilà, je mets sur deux plans différents la reconstruction du Hamas si elle est, et la reconstruction de la bande de Gaza, quoi. Après, comme j'ai dit, le Hamas, du fait qu'ils aient tué des civils,
lors du 7 octobre, ça reste un groupe terroriste. Pour moi, le terrorisme, c'est s'en prendre à des civils. Ils s'en sont pris aussi à des militaires. C'est vrai, mais ça reste quand même quelque chose d'une rare cruauté. Après, il y en a, ils vont me dire, oui, mais le sort des Palestiniens aussi, il est cruel. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faudra essayer de trouver une solution juste pour les deux parties. Ben, c'était qui? C'était, comment il s'appelle? J'allais dire Ehud Barak, c'est pas Ehud Barak, c'est Rabin, Isaac Rabin. Il était en train de signer la solution à deux États à Camp David, avec à l'époque c'était Bill Clinton. Ouais, il me semble que c'était Bill Clinton. Il était en train de... Ouais, c'était Bill Clinton à l'époque. Les accords d'Oslo, les accords de Camp David. Donc c'était signé. Il allait signer la solution à deux États quand malheureusement il s'est fait assassiner par un extrémiste israélien. Voilà, du genre... à l'époque d'ailleurs, Ben Gvir, il était très... Comment dire? Il était très militant dans ces sujets, il était très anti-Rabin. Donc, je pense que sans une solution juste de part et d'autre, il n'y aura jamais de solution juste pour les deux parties. Mais je pense que sans une solution assez juste, ça, un jour ou l'autre, ça risque de recommencer. Je sais pas, peut-être dans 20 ans, dans 10 ans, parce que je pense qu'il va avoir du mal à se reconstruire. Après, on verra. On verra. Voilà. Il y a déjà des petits problèmes de cessez-le-feu, mais j'ai vu ça, mais c'est pas non plus. Voilà. C'est un cas, ça peut être un cas isolé. Toujours dans les cessez-le-feu, t'as toujours peut-être un ou deux militaires qui va pas écouter les ordres et qui va tirer un obus ou qui va tirer une balle. Ça arrive dans les conflits. Ça arrive. Qu'il y ait des soldats qui sont contre le cessez-le-feu et qui veulent continuer la guerre. Ça arrive, mais c'est des cas isolés, quoi. C'est pas des bombardements d'envergure d'Israël où Israël il dit que c'est le Hamas, mais c'est pas une attaque d'envergure du Hamas. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que comment dire, c'est inégal. La force de frappe qui a rasé des parties entières de la bande de Gaza, c'est très inégal, quoi. Et ça fait... À un moment donné, si c'est pour faire ça comme résultat, faut mieux rien faire, quoi. À un moment, je pense, quoi. Si c'est pour avoir la moitié de Gaza rasée, ça sert à quoi? Ça sert à quoi le résultat final à un moment donné, je crois qu'il faut mieux rien faire que... Voilà. Après, voilà, la solution à deux États, elle tarde. Donc, est-ce qu'elle va être remise sur la table ou pas? Je pense que ça serait important pour avoir une paix plus longue. Je pense pas que ça va tout résoudre, mais je pense que voilà, peut-être que voilà, peut-être que voilà, c'est une solution qui satisfera plus les Palestiniens et qui aura peut-être moins de haine. S'il y en aura toujours, mais par rapport à ceci, cela, ça va remonter à il y a 3000 ans en arrière, à 1000 ans en arrière, avec les Romains qui ont chassé les Israélites, tout ça. La guerre des croisades où les Juifs ont été accusés de collaborer avec les croisés. Donc c'est une histoire sans fin, quoi. Donc, mais s'il peut y avoir moins de haine, il y aura peut-être moins de guerre. Donc ça serait peut-être positif aussi pour Israël de faire baisser la haine. Voilà. Je ne sais pas après. Je ne sais pas. On verra bien de toute manière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss et à plus.